Bonjour, c'est Riva Evstifeeva et le podcast Études russes en Russie. Le podcast est soutenu par le XIL, le campus Condorcet et l'Institut indépendant de philosophie. Aujourd'hui, nous recevons Cathy Rosselet, directrice de recherche à Sciences Po de Paris, spécialiste de la dissidence religieuse dans l'Union soviétique et en Russie. Merci à elle d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, c'est comment est-ce que vous êtes arrivé aux recherches dans le domaine russe? Pourquoi la Russie? En fait, c'est assez simple. J'ai fait de l'anglais comme première langue au collège, puis du russe parce qu'en fait mes parents étaient profs d'allemand et donc je faisais déjà l'allemand à la maison et mes parents m'ont dit: «Mais écoute, fais donc du russe». Donc je me suis lancée dans le russe et j'ai adoré la langue russe, la littérature russe. J'ai participé aux olympiades de russe et je suis partie en URSS, adolescente. Je suis partie la première fois que je suis partie en Union soviétique, c'était dans les années 70. Parce que voilà, on m'avait offert un voyage et puis après je suis allée aux Olympiades internationales, donc j'ai eu un deuxième voyage à Moscou, parce que les Olympiades avaient lieu à la Gastnitsa Rayonok, qui se trouvait donc à côté de l'université d'État de Moscou. Puis j'ai voulu comprendre ce pays, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ce pays dès le début et voilà, j'ai continué mes études, j'ai fait une prépa, où j'ai fait une spécialité, russe. Et puis j'ai fait une thèse après, enfin un DEA, une thèse, sur les groupes religieux dissidents en Union soviétique. Mais ça veut dire que pendant votre voyage, pendant vos séjours dans l'Union soviétique, vous êtes entré en contact avec des dissidents? Là, j'ai eu aussi beaucoup de chance, c'est que la personne qui, organisait, les voyages pour ceux qui avaient réussi les olympiades, cette personne, elle connaissait, beaucoup de membres de l'intelligentsia. Et j'ai eu la très grande chance, en fait, de faire la connaissance d'un écrivain et de son épouse qui était journaliste et j'ai découvert donc, ce que c'était la vie de cette intelligentsia moscovite, de ces cuisines moscovites dont on parlait. J'ai croisé pas mal de gens comme ça et c'est vrai que c'est un pays qui me passionnait. J'aimais beaucoup rencontrer des gens, leur parler russe. Enfin bon, pour moi, c'était vraiment, c'était quelque chose de très, très fort et en fait, quand j'allais là-bas, après bon, je n'ai cessé d'aller en URSS puis en Russie. J'ai passé, après le concours de l'école normale, j'ai passé, 1 an, c'était encore en URSS, 1984-1985 et là, j'ai rencontré des refusniks, donc j'ai encore un autre milieu. Voilà, après je suis allée régulièrement en Russie et j'ai toujours eu un grand sentiment de liberté quand j'allais là-bas parce que, d'ailleurs, je ne sais pas très bien expliquer ce sentiment de liberté que j'avais, mais en tout cas, mon premier voyage d'adolescente, seule, c'était en URSS déjà. Vous voyez, c'était déjà quelque chose, bon, c'est un peu c'est particulier, quoi. Et puis alors ce sentiment de liberté, je crois aussi, c'est parce que je ne m'exprime pas de la même façon en russe et en français, je ne dis pas les mêmes choses de la même façon en russe et en français. Je pense que j'ai peut-être aussi peut-être un peu plus de liberté quand je parle en russe. Je ne sais pas pourquoi, mais je vis comme ça. La Russie pour moi, c'est vraiment ça compte beaucoup dans ma vie. Alors j'ai passé aussi après 3 ans, de 1994 à 1997, à Moscou avec mon époux et puis, 3 enfants. J'ai contribué à monter le master Sciences Po MGIMO. Ça, c'était aussi une expérience forte parce que, en plus, j'avais beaucoup d'espoir que ce pays voilà, allait se développer, dans le sens que je souhaitais. Et j'ai beaucoup investi en fait, aussi, personnellement, à ma mesure, pour faire évoluer ce pays à ma mesure, ce que je pouvais faire, quoi. C'est vrai que j'ai tendance à dire aujourd'hui que j'ai commencé à intéresser à cette région, c'était l'Union soviétique et je finis ma carrière, avec un pays qui commence à ressembler un petit peu à ce que j'avais observé dans les années 80. Et si on revient vers votre adolescence, vers le moment où vous faites ce choix, encore un peu inconscient, si j'ai bien compris, de vous lancer à l'étude du russe, quelle était à l'époque, pour vous, dans votre famille, l'image de la Russie? Et quelle était, par exemple, la réaction de vos parents quand vous avez annoncé que c'est la langue russe que vous avez choisie? De toute façon, ce sont mes parents qui m'ont dit, que je devais faire du russe parce que j'étais assez bonne élève et donc,
on considérait qu'il fallait que j'apprenne le russe parce que c'était la langue pour pour les bons élèves. Voilà. Donc il y avait cette sorte de stéréotype qui fait que voilà, mes parents m'ont dit bah, écoute, tu parles déjà allemand et puis tu apprends l'anglais, tu vas faire du russe et puis les autres langues, tu les apprendras après si tu veux. Donc c'est mes parents qui me l'ont imposé, mais ils ont bien fait de me l'imposer. Mais est-ce qu'à votre avis, la culture russe à l'époque avait quelque prestige intellectuel ou pas, aux yeux des Français de l'époque? Ou c'était plutôt quelque chose de dangereux qui faisait un peu peur? Je pense qu'il y avait une partie de gens qui s'intéressaient à l'Union soviétique, c'était des gens qui étaient éventuellement proches des idées communistes. Il pouvait y avoir des gens comme ça. Moi, je pense que mes parents, qui étaient professeurs tous les deux, pensaient plus à la littérature et à la culture russe. Et moi, de toute façon, je suis rentrée dedans comme ça. C'est pour ça enfin, ils m'ont incité à m'inscrire en russe, et puis après, j'ai mené ma barque toute seule, je dirais. Et moi, ce qui m'a tout de suite plu, c'est la langue, bien sûr, et puis la littérature. Voilà, je me souviens de mes journées à lire Tourguenieff, Tchekhov, Dostoïevski. Enfin, pour moi, c'était vraiment, puis d'autres. Pour moi, c'était toute ma vie. Et l'Union soviétique, c'était pour moi très intriguant parce que c'était complètement différent. Je voulais comprendre, en fait. Et puis, comme j'ai eu cette chance de rencontrer des intellectuels russes, c'était passionnant, quoi. C'était passionnant, ça. Est-ce qu'en France, avant de partir ou entre vos voyages, vous avez rencontré des Russes qui habitaient ici, Oui, les émigrés? pas du tout. Pas du tout, parce que je suis dijonnaise. Et donc, à Dijon, il n'y avait pas de, il y avait pas de Russes. Il n'y avait pas de Russes. Oui, j'ai dû croiser des Russes de l'émigration quand je suis venue pour les Olympiades, mais non, 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 je connaissais personne, quoi. Non, non, non. J'ai découvert comme ça, quoi. Donc vos premiers contacts, c'était directement à l'Union soviétique. Voilà, voilà. Et alors, ce que je voudrais aussi dire, je ne parle que de la Russie, mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que le voyage qui m'avait été offert, c'était Moscou, Kiev, Lvov. J'avais eu ce voyage-là. On m'avait offert ce voyage-là. Voilà. Donc, pour vous dire que voilà, c'est la Russie et l'Ukraine. Et quelle était votre première impression de ces deux pays? Est-ce que vous avez remarqué la différence? Quel était l'impact sur vous? Dans les années 70, non. Enfin, non, je n'ai rien vu Puis j'étais toute jeune. Hein, j'étais troisième seconde, quoi. Donc, j'ai pas repéré tout ça. Mais vous avez passé plus de temps à Moscou que dans deux autres villes, ou c'était un peu reparti? Je crois que c'était plus Moscou. Et après, quand vous avez voyagé pour vos recherches, pour votre travail, quels étaient les endroits de la Russie que vous avez fréquentés? Donc, si j'ai bien compris, vous êtes revenu à Moscou plusieurs fois, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres villes que vous avez visitées plusieurs fois? Alors, quand on habitait en Russie, là, on a beaucoup voyagé. On est allé jusqu'au Solovki, on est allé beaucoup de villes. Alors, on n'est pas allé en Sibérie. Jamais? Moi, j'y suis allée après, mais on n'est pas allé en Sibérie, mais on a beaucoup voyagé dans la Russie européenne, et puis on est allé en Ukraine, on est allé en Géorgie, en Arménie, on est allé enfin en Asie centrale. On a vraiment beaucoup voyagé dans l'espace post-soviétique. Et puis après, pour mes recherches, je suis allée dans beaucoup d'endroits. Je suis allée à Krasnodar, je suis allée à Vladivostok. J'ai passé beaucoup de temps aussi à Yekaterinbourg parce que j'ai travaillé sur la vénération de la famille impériale. Mon dernier grand voyage, 2018, c'est Yekaterinbourg, le transsibérien jusqu'à Irkoutsk. On est allé mon époux à Alron, puis après on est allé jusqu'en Bouriatie, à Oulan-Oudé. On est allé voir les vieux croyants. Et là, j'ai vu ces paysages majestueux, c'est des populations extrêmement diverses. Et je rêvais de repartir en Bouriatie, je rêvais d'aller travailler sur les vieux croyants que j'avais déjà rencontrés. Voilà, j'avais des tas de projets, en fait, pour continuer à travailler voilà, sur cette région. Et puis je souhaitais aller explorer plus le nord. Enfin, ce sont des choses que je ne ferai plus jamais. Mais en tout cas, j'ai quand même eu au moins cette chance de visiter ces régions et puis de rencontrer des gens exceptionnels. Et comment peut-on décrire les matériaux que vous avez utilisés? Dans vos recherches, c'était des archives, c'était des entretiens. Quels étaient les éléments que vous Alors avez moi, utilisés? ce qui compte pour moi surtout, c'est la rencontre. En préparant cet entretien, je me disais, voilà, ce qui m'a
qui a toujours été très important pour moi et ce que je retiens de mes enquêtes, ce sont des belles rencontres. Des rencontres intéressantes, des rencontres où tu vois voilà, la richesse des personnes que tu croises. Alors, quels sont les matériaux que j'ai utilisés? Essentiellement des entretiens, beaucoup d'observations aussi, parce que je pense qu'on ne peut pas voilà, comprendre les gens sans observer dans quel cadre ils évoluent. Et puis bien sûr, voilà, les journaux pris à droite et à gauche, des documents divers, mais essentiellement des entretiens. Essentiellement des entretiens. Mais donc, si vous avez parlé avec des gens qui habitent vraiment loin des grandes villes, parce que pour travailler sur les vieux croyants, je pense qu'il faut s'éloigner beaucoup, comment est-ce que vous vous faisiez accepter par ces gens? Parce que vous êtes tellement diverses, tellement différentes d'eux. Comment ça a été possible de gagner leur confiance? En fait, il ne faut pas venir sous lit. Il faut être recommandé. Hein. Il faut être recommandé. À Krasnodar, je me souviens que j'avais des contacts avec Mémorial de Krasnodar et puis un anthropologue. Et c'est par eux que petit à petit, j'ai rencontré des gens. Et puis après, ben voilà, c'est de fil en aiguille, tu en rencontres d'autres. En fait, vous savez, c'est quand on vient de France et que on montre qu'on s'intéresse aux gens, ils vous parlent, ils vous expliquent les choses. Et parfois, ils vous en disent plus qu'ils n'en diraient à des Russes, parce qu'il faut qu'ils expliquent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas si évidentes. Et donc, nos interlocuteurs explicitent beaucoup plus. Et d'ailleurs, parfois, il y a un petit jeu où on se montre particulièrement naïf, alors qu'on ne l'est pas nécessairement. Et cette pseudo-naïveté permet aussi d'obtenir pas mal d'informations. Et donc, vous avez beaucoup parlé avec les personnes qui habitent dans les Provences. Est-ce que ça vous donnait l'impression qu'ils ont véritablement cette quête de liberté, de la démocratie, ou quel était leur rapport avec cette nouvelle réalité pour eux? En fait, moi, j'ai travaillé. Mes sujets de recherche sont autour des questions religieuses, d'accord. C'est ça, c'est là-dessus que je travaille depuis quasiment toujours. Donc, j'ai jamais travaillé spécifiquement sur des comportements politiques. Je ne suis pas certaine que les personnes que je rencontrais dans les paroisses étaient particulièrement intéressées ou aspiraient tout particulièrement à la démocratie. J'ai beaucoup travaillé donc sur les vénérateurs de la famille impériale. On est dans un tout autre registre. Alors là, on est dans toute autre chose. C'est pas du tout, c'est pas dans une quête de la démocratie. Non, c'est tout à fait autre chose. Vous savez aussi bien que moi, il y a en fait plusieurs espaces-temps en Russie. Il y a une population qui aspire à la démocratie dans des très grandes villes, et puis il y a aussi beaucoup de gens qui se disent loin du politique. Et on sait très bien que les protestations, souvent, elles portent sur des problèmes locaux. Et s'il y a un engagement politique, c'est un engagement sur des questions voilà, qui concernent notre environnement et rarement des questions plus abstraites. C'est ça qui fait d'ailleurs la différence, je pense, entre une société occidentale, même si elles sont extrêmement diverses, et la société russe. Enfin, même s'il ne faut absolument pas globaliser, j'aime pas essentialiser la société russe. Hein, il y a, comme je vous dis, il y a plusieurs types de comportements politiques. Enfin voilà, j'aurais envie de dire ça. J'aurais envie de dire aussi que voilà, oui, il y a du politique en Russie, mais il ne se définit pas nécessairement de la même façon qu'en Occident. Donc je n'aime pas quand on dit qu'il y a une apathie politique. Je ne crois pas qu'il y ait une apathie politique en Russie, mais je pense que l'engagement n'est pas de même nature que l'engagement civique en Occident. Et quelle est la différence? Ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, en Occident, on s'engage plus sur des questions plus abstraites, alors que la plupart on le voit, hein, enfin, les études sociologiques le montrent, la protestation en Russie, elle porte plus sur des questions plus concrètes, qui touchent l'environnement proche. Et vous pensez que c'est une bonne voie? Il est possible d'obtenir quelque chose? Mon rôle n'est pas de dire comment il faudrait que ça soit. Ce sont en tout cas, ce qu'on observait là, on voit des différences en tout cas entre les sociétés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus des engagements pour la démocratie de la part de certains. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais c'est, je pense, du minoritaire.
Et après, donc, lors de vos différents voyages, donc dans les années 90, dans les années 2000, est-ce que vous avez vu qu'il y a un tournant différent? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, OK, ici, quelque chose se passe qui marque une nouvelle voie? Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'en 2000, tout était déjà écrit. Je sais que certains disent ça. En 2000, c'était plié, on savait. Les sciences sociales, de toute façon, ne peuvent pas prévoir. Ce que je peux simplement dire, c'est comme travaillant sur les questions religieuses, travaillant sur la question de la duhovnost, les duhovnité dont on parle maintenant, dont on parle maintenant absolument tout le temps, j'ai vu évoluer bien évidemment les discours politiques. J'ai vu comment peu à peu, et nous avons tous vu comment peu à peu le pays se fermait. On a vu après, surtout après 2011-2012, mais enfin, il y avait déjà eu, il y avait eu quand même le discours de Munich en 2007. Il y a quand même un certain nombre d'indices qu'on avait, mais à aucun moment je n'ai pensé dans ces années-là qu'on allait vers une guerre contre l'Ukraine. J'ai suivi bien évidemment les conceptions de Vladimir Poutine sur la nation, sur pire. J'ai écrit énormément, enfin j'ai beaucoup écrit sur le monde russe. Donc si vous voulez, je connais bien ces discours, je les ai analysés, j'ai fait même un papier, un assez gros papier qui a été en 2021 sur le monde russe, sur les différentes conceptions du monde russe, comment l'Église orthodoxe contribuait à ce monde russe, etc. Donc j'ai vu tout cela. J'ai vu tout cela. Mais jusqu'au dernier moment, j'ai pas pensé que ça pouvait basculer, que ce qui était écrit, ce que certains disaient, allait éventuellement être mis en pratique. Et puis, vous savez, un des courants qui, semble-t-il, qui a influencé Vladimir Poutine, c'est le club d'Izborsk. Et là, Juliette Faure, qui a fait une thèse sur ce sujet, elle montre très bien qu'en 2014, le club d'Izborsk, 2016, le club d'Izborsk avait beaucoup de poids, puis après, il en a eu moins. Et après, il en a à nouveau eu. Donc tout ça, enfin, à partir de 2020-2021, les choses basculent à nouveau. Mais en tout cas, il y a eu un moment où les choses n'étaient pas si claires, où effectivement, on continue à parler du monde russe. Hein, toute cette rhétorique sur le monde russe, elle a continué, c'est même emballé. Hein. Mais il y a eu un moment où il semblait que la Russie prenait une autre voie, une voie plus, enfin, tournée vers les civiliki. Hein. Tout ça pour dire que l'histoire, elle n'est, à mon avis, jamais complètement droite, hein, qu'il y a des virages, et donc maintenant c'est facile d'écrire les évolutions. J'ai fait mardi un cours aux étudiants sur nationalisme et conservatisme. Voilà, d'à partir de 2000 jusqu'à la guerre, j'ai pu montrer le chemin sans aucune difficulté. Mais quand tu es dedans, tu n'imagines pas que demain, ce sera la catastrophe. Je ne peux pas vous en dire, autrement. Donc, vous avez raconté que vous avez même organisé une double licence entre Sciences Po Guimauve et le master. C'est un master, oui. Sciences Po Guimauve. Oui. Ça a duré jusqu'à quand? Ça a duré jusqu'au 24 février 2022. En fait, après le 24 février, il est clair qu'on ne pouvait pas maintenir ce double diplôme. Et donc, parlons un petit peu du 24 février. Comment est-ce que vous avez appris les nouvelles et quelle était votre première réaction? J'ai appris les nouvelles comme tout le monde. En fait, c'est extrêmement étrange. Le 21 février, j'écoutais une émission de Mémorial. Puis tout d'un coup, j'ai vu Vladimir Poutine parler, donc j'ai écouté Vladimir Poutine. Vous savez, ce discours où il a parlé là devant les élites, donc Narishkin, qui a eu une réaction très, très surprenante. Et puis le lendemain, en fait, nous vivions un événement très heureux dans la famille. Et le 24 février, bon, j'ai appris les nouvelles comme tout, je pense j'ai dû apprendre les nouvelles par la radio. Je sais même plus. Je ne sais même plus parce que c'est vraiment le noir complet en fait, vraiment. Et j'étais dans un état de sidération comme beaucoup de monde en fait. Je sais plus où j'habitais quoi. Enfin, ça m'a pris quelque temps. Il m'a fallu quelque temps pour réaliser. Et puis en fait, l'année 2022, je l'ai consacrée à essayer d'expliquer la position du patriarche Kirill, puisque je travaille sur les questions religieuses depuis très longtemps. J'ai essayé de mettre ma compétence au service des autres.
Et donc j'ai répondu aux journalistes, parce qu'en fait, il y a une dimension religieuse, enfin, c'est pas le sujet là, mais il y a une dimension religieuse dans la guerre. Et donc j'ai expliqué ce qui se passait en Ukraine, les différentes églises, puisque je connaissais un petit peu la situation. J'ai parlé donc j'ai essayé d'expliquer, pourquoi le patriarche parlait comme il parlait. Puis j'ai compris la nécessité, enfin, il y avait la nécessité impérieuse d'écrire. Donc j'ai, eu un contrat avec une maison d'édition, j'ai signé le 30 juin, je devais rendre le livre le 31 août. Le 31 août, le livre était sur la table de l'éditeur. J'ai passé 2 mois à travailler, à ne faire que ça, pour essayer d'expliquer. Puis j'ai continué, en 2023, je pense que j'ai continué à expliquer, qu'est-ce qui se passait. Comment j'ai essayé de me rendre utile comme ça. J'ai essayé de me rendre utile aussi en accueillant, comme j'ai pu les Russes qui quittaient le pays. Et c'était comment cette expérience d'accueil chez vous, par vous? C'était accueillir, c'était reconnaître, enfin voilà, c'était accueillir la personne dans son désespoir, lui apporter un peu de chaleur, un peu de soutien. Je crois qu'ils étaient contents que je parle russe, donc on parlait russe ensemble. Ça a été facile ou il y a eu des difficultés dans cet accueil pour vous? Est-ce qu'il y avait des moments durs que vous n'avez pas prévus? La plupart du temps, ça s'est très, très bien passé. Il y a une famille avec laquelle ça a été plus difficile, mais j'ai compris pourquoi. Après coup, c'est parce que, on ne s'est pas enfin, elle ne s'est pas vraiment présentée et je pense qu'elle n'a pas parlé d'elle. Cette famille a très peu parlé d'elle et je pense qu'il est important dans la rencontre qu'on puisse vraiment, voilà, qu'on se présente. Je pense que c'est la raison pour laquelle, ça a été un peu plus difficile, mais sinon il n'y a pas eu de difficulté. À la limite, au contraire, j'ai fait de très, très belles rencontres, à nouveau. C'est ça aussi qui est important. Je disais tout à l'heure que ce qui compte pour moi, c'est la rencontre. Et j'ai fait de merveilleuses rencontres, des gens que j'avais jamais vus, je continue à voir là maintenant et qui sont extraordinaires, quoi. Et donc, dans votre domaine de recherche, c'était très important pour vous de rencontrer les personnes pour donc enquêter sur votre sujet. Comment est-ce que vous travaillez maintenant? Alors, j'ai été dans une phase de désespoir là aussi, c'est-à-dire je me dis: «Effectivement, tu ne pourras plus jamais travailler comme avant» et je me suis dit que de toute façon, l'essentiel maintenant, c'était de faire le bilan de mes recherches. J'ai longtemps maintenant que je travaille sur ces sujets-là. J'ai sans doute pas tout exploité tout ce que j'ai, comme archives, tout ce que j'ai comme, entretien, enfin voilà. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un bilan de mes recherches. Je suis partie dans cela. Et comme d'autres, je fais le constat que je ne pourrai plus jamais faire de la recherche comme avant. Mais après cette phase de désespoir, je me suis dit, et c'est peut-être mon expérience soviétique qui me permet de réagir comme ça, je me suis dit qu'il y avait peut-être d'autres sources à exploiter et je vais essayer d'exploiter ces sources. Il y a en fait, quand même beaucoup de choses sur YouTube, beaucoup des chaînes Telegram aussi, enfin voilà, mais il y a pas mal de matière, en tout cas dans mon domaine, hein, des données qui me permettent de voir comment évoluent certaines personnes. La grande difficulté en fait, c'est que je ne peux pas saisir l'épaisseur du phénomène que je vais observer éventuellement, voilà, sur, YouTube ou, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je vais voir que telle personne a organisé, voilà, s'organise un résistant, enfin a organisé une résistance. Je vais peut-être arriver à voir comment certains, parlent de la guerre, s'y opposent éventuellement. Ça, je vais pouvoir le faire, mais je ne pourrai pas savoir, en fait, si je vois un phénomène microscopique ou si ça a de l'ampleur. C'est quelque chose que je peux difficilement faire et bon, les sondages sont ce qu'ils sont aussi. On peut pas enfin, je sais pas s'ils sont vraiment très fiables aujourd'hui. Bon, c'est ça la difficulté, c'est saisir l'épaisseur sociale de ce que l'on observe. Il y a une autre chose que je voudrais tenter de faire, c'est de faire quelques entretiens en ligne avec des personnes que je connais là. Et bon, parce que c'est difficile de les faire, enfin, ou bien avec des personnes qui sont prêtes à parler, mais il faut pas les mettre en danger. Ça, je voudrais
Je vais peut-être essayer de voir si je peux faire quelque chose. En fait, j'ai fait un très bel entretien avec 3 chrétiens l'année dernière avec enfin, c'est pas tout ça, j'étais avec Jeanne Carmina qui est une anthropologue de Saint-Pétersbourg et Jeanne et moi, on a fait l'entretien avec 3 chrétiens, un baptiste et 2 orthodoxes et c'était passionnant et on a appris énormément de choses justement sur les modes de résistance, enfin, comment, dans ce contexte-là, se positionner, ils montrent très bien, des comportements qui sont témoignent de comportements qui sont très différent de la hiérarchie de l'Église, bien évidemment. Et donc ça, on est arrivé à le faire avec Jeanne. Peut-être qu'on pourrait le faire, voilà, peut-être que je pourrais en faire d'autres. Mais tout ça, c'est à tester. Je ne sais pas si ça va donner grand-chose, mais ce que je veux simplement dire aujourd'hui, c'est que j'aurais sans doute tort de ne pas essayer. Je vais essayer, ça donnera peut-être rien et à ce moment-là, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je ne changerai pas d'objet de recherche. Je travaille sur les questions religieuses. Moi, je me vois pas j'ai travaillé sur l'immigration. Je sais que il y a beaucoup de collègues qui travaillent maintenant sur les questions d'immigration parce voilà, il y a sans doute beaucoup d'Ukrainiens, de Biélorusses et de Russes maintenant en France. Donc, il y a du travail à faire sur l'immigration, mais c'est pas là-dessus que j'ai envie de travailler. Oui, moi, c'est pas un sujet enfin, c'est un sujet extrêmement important, mais ça ne m'anime pas de la même façon que les questions religieuses. Donc si ça ne marche pas, si j'arrive pas à faire ce que je viens de vous dire là, si ça donne rien, eh bien j'essaierai peut-être de travailler sur l'orthodoxie, en France, pourquoi pas, mais c'est pas sûr, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Voilà, j'en suis à faire le bilan de mes recherches et puis essayer des petites choses et on verra. Voilà. Une petite question. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement avec les échanges académiques pour les chercheurs et pour les étudiants? Alors, en fait, naturellement, nos étudiants ne peuvent plus aller, ni en Ukraine d'ailleurs, à cause de la guerre, ni en Russie. On leur propose, de passer leur troisième année, dans d'autres universités, dans les pays baltes, en Géorgie, en Arménie, en Finlande, à Prague. Enfin voilà, on a trouvé des possibilités d'apprendre encore de perfectionner leur langue, russe et puis la connaissance, sur, le pays. L'année dernière, l'hiver dernier, j'ai moi-même emmené, une petite vingtaine d'étudiants du campus de Dijon notamment, à Erevan pour une école d'hiver de double diplôme, donc Sciences Po Nguimo, n'existant plus, enfin en tout cas étant suspendu, aujourd'hui et sachant que pour les étudiants, c'est plus de possibilité d'aller en Russie. J'avais vraiment, envie d'en emmener quelques-uns dans l'ancienne, enfin dans l'ancien espace soviétique, enfin voilà, qui découvre en fait, un petit bout de l'espace post-soviétique et comme j'ai un de mes meilleurs amis qui est désormais professeur à l'université de Yerevan, j'ai organisé cette école d'hiver et cette année, je repartirai avec des étudiants en juin pour la même raison. Je pense que c'est important, ils étaient absolument ravis et c'est comme ça qu'on fait et à Yerevan d'ailleurs, donc ce même collègue est en train d'essayer de monter un programme de Eurasian Studies, ce qui permettra aux étudiants de travailler sur la région. Et puis Yerevan, c'est intéressant parce que Yerevan, c'est bien sûr, enfin, le Caucase en soi, c'est intéressant. L'Arménie, aujourd'hui, c'est en géopolitique, c'est intéressant et c'est important, très important de comprendre ce qui s'y passe. On a tendance un peu à oublier les conflits majeurs qu'a vécu l'Arménie ces derniers temps. Et à Yerevan, il y a aussi beaucoup de Russes. Je pense que c'est très riche pour les étudiants. Et vous pensez quel sera, à votre avis, le futur des études russes en France et dans le monde dans les prochaines années? C'est bien sûr très difficile de prévoir. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est que mon espoir, c'est qu'on maintiendra les études russes et que, enfin des études d'ailleurs sur les autres pays, hein. Il faut, qu'on développe les connaissances sur l'Ukraine, qu'on développe les connaissances sur la Biélorussie, enfin voilà, sur la Moldavie. Bon, c'est évident, on ne sait rien sur, la Moldavie. On a très peu de données sur la Moldavie. On enseigne très peu de choses sur la Moldavie. Il faut bien sûr qu'on ait des connaissances sur ces pays-là, mais il faut absolument qu'on arrive encore à avoir des connaissances sur la Russie. Parce que moins on connaît un pays, moins on le comprend et plus les organismes sont forts. Et on voit très bien que pendant la guerre froide, enfin, il y avait un besoin aussi
de connaître la Russie. Donc, t'as de l'URSS à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui en sera, mais j'espère très fort qu'on continuera à essayer d'apprendre des choses sur ce pays pour tenter de comprendre, sinon les conflits et les tensions continueront de plus belle, quoi. Un grand merci à Cathy Rousselet pour un échange si passionnant. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ici, Revive Stifeeva pour le podcast Études russes sans Russie. À la prochaine.